Aujourd'hui, il est de coutume de présenter les idées par les personnes, par des personnalités. C'est-à-dire, vous voulez parler d'idéologie, incarnez-la dans une personnalité. Par exemple. Par exemple, on va en voir 3 aujourd'hui, au minimum. Et à vrai dire, c'est pas nouveau. Chez nous, les chitotes, les approches, elles ont toutes un nom. Pas seulement un nom qui se termine avec un isme, mais un nom qui commence par une personnalité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que rien que le fait de mentionner ce nom, c'est déjà assimilé à faire advenir la délivrance dans ce monde. C'est pas pour rien. On aime personnaliser les choses. Tout est personnel chez les Juifs. Et à plus forte raison quand on parle de sionisme. Il y a eu beaucoup de courants d'idées. Il y a eu beaucoup de personnalités très fortes. Et par l'entremise de ces personnalités, il y a eu un dialogue, pas seulement de personnes, mais d'idées. Et donc les prochains cours, ce sera une tentative de traiter pas tant d'idéologie, mais du Beit Midrash idéologique sioniste. Avec Jabotinsky, Katzenelson, Ben Gurion, Echad Ha'am. Je vais tenter dans les cours suivants de prendre le Rav Kook comme qui était en dialogue aussi avec tous ces groupes, absolument. Donc effectivement le fil conducteur comme la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que, pas seulement parce que comme l'indique cette chose-là, comment on appelle, l'affiche, le panneau, on est les élèves, et Manitou, mais parce que aussi, personne, autant que lui, n'a tant mis l'accent sur le shalom, sur la hardout, entre les différentes tendances dans le monde juif et en général et dans le monde du renouveau juif en Eretz Israël, du sionisme en particulier. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par une excursion, mais assez intéressante chez les précurseurs. Chez ceux qui sont appelés les précurseurs. On a déjà parlé des élèves du Gaon de Vilna, qui étaient bien avant les précurseurs. On a parlé de l'Aliyah des Chassidim, mais il y a aussi des titres officiels, entre guillemets, dans la... comment dire... je sais pas, la science de l'histoire qui est admise telle qu'elle est enseignée dans les écoles en Israël, eh bien il y a un titre de précurseur. Et c'est un titre, bon, qui est d'une certaine manière peut-être discutable, mais qui a suffisamment de poids, qui a suffisamment de choses sur quoi s'appuyer et de vérité pour qu'on l'épouse. Juste entre parenthèses, je vais dire que c'est un titre qui a été accordé dans un article publié en 1950 par le professeur d'histoire Shmuel Katz, où il a dit qu'il y a 3 précurseurs essentiels. Moshe Hess, Arav Yehuda Elkalai et Arav Tzvi Hirsch
Kalisher. Bien entendu, il y en avait beaucoup d'autres, mais ceux-là, ils sont tellement importants, ils sont tellement visibles, ils sont tellement centraux que même quand ils écrivaient en ladino, comme le Rav El-Kalai, au début, ses premiers écrits qu'il a pris de Rav Yuda Bibas aussi, qui aussi écrivait en ladino, ils étaient tous écrits en ladino. Mais même écrits en ladino, eh bien, et ensuite bien entendu traduit, et ensuite d'autres publications qui ont été en hébreu, etc., bien, même dans ça a eu ensuite des répercussions très fortes. Je voudrais peut-être, avec votre accord, commencer par une personne des moins attendues, qui a participé, presque avant tous les autres, au renouveau de la nation juive. C'est Moshe Hess. Non, mais on est après l'Eurovision. Comment ça s'écrit? Non, c'est bien sûr. Mais je dois dire, je sais pas ce qu'il en est. Hey sa mère. Pardon? Hey sa mère. En Ukraine et en Russie, on en parle encore. Hein. Ah oui, l'Ukraine. L'Eurovision. Hein? L'Eurovision. Ouais, là-bas, ils ont repris la Crimée. Où c'était l'Eurovision? À Stockholm, les Ukrainiens ont repris la Crimée. Mais bon, ça, c'est... Les Havdil. L'Avdil Ben Malema. L'Avdil Ben Malema. Ben Stockholm, le Ben a précurseur. Basel. Ben Basel. Le Ben Basel. Nous, on est au précurseur à Stockholm, mais en Europe, ils sont déjà au poste. Ils sont en étape. Bon. Moshe Hess, c'est un cas exceptionnel d'un juif dont les débuts sont les plus typiques qui puissent être. Il naît à Bonn, en plein milieu de la vague d'assimilation, début de la vague d'assimilation du peuple juif. Le peuple en tant que tel n'existe plus. Et bien que lui grandit chez un grand-père, on ne l'appelle pas encore orthodoxe, mais qui est absolument lié à la Torah et qui lui enseigne la Torah, dès un très jeune âge, Moshe Hess s'identifie absolument à la culture allemande, prussienne, à ses idéaux, à sa littérature, à sa langue, à tout cela. Très intéressant, mais il est enterré à Bonn, et sur son tombeau, il est marqué, il était inscrit là-bas, aujourd'hui sa dépouille a été transférée à Kinneret. Mais qu'est-ce qu'il était inscrit sur sa tombe là-bas? Le père de la social-démocratie allemande. Vous savez qui c'est, ses élèves? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'espère que non. Karl Friedrich. Karl Marx et Friedrich Engels, ce ne sont pas ses compagnons, c'est ses élèves. Ils ont étudié chez lui. Le groupe de jeunes hégéliens. Hégéliens, Hegeliens, je ne sais pas comment on les dit. Hegeliens. C'est un penseur d'une envergure mondiale. Le premier livre qu'il publie, à l'âge de 20 ans et quelques, qui s'appelle « L'histoire sainte de l'humanité ». Il présente l'histoire comme les pas de Dieu sur terre. Comme la révélation, la suite de la révélation. Il est influencé par Spinoza, qui identifie le divin au naturel, au panthéisme. Il est aussi d'accord avec Spinoza quand il dit que la véritable
le véritable développement du monde et de l'humanité, c'est le résultat de la volonté, de l'effort humain. En ce sens, il est contre le déterminisme historique de Engels, de Marx, qui va suivre. Il est le fondateur du premier journal socialiste de Cologne, où il vit ensuite quand il quitte Bonn. Et quant au peuple juif, aucun avenir. Peuple fossile. Il faut savoir, il est élève de Hegel. Pour Hegel, les juifs, c'est le peuple fossile. Il a déjà rempli sa mission. C'est un anachronisme. Oui, ils existent, c'est un anachronisme. Il faut s'assimiler. Yalla, Koulam. Il est aussi le père des théories antisémites de Marx. Les juifs ont échangé ils font plus des sacrifices de sang, de damim, mais ils font des sacrifices d'argent, damim. Il a étudié chez son grand-père. Il connaît. Et le nouveau dieu des juifs, c'est le capital, Mammon. La même année, Karl Marx écrit son bouquin sur de la question juive, où il écrit la même chose. Sidérant. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne juste les dates. Il naît en 1812 et il décède en 1875. Tout d'un coup, il est interpellé par quelques événements. Le premier d'entre eux, c'est le Risorgimento. C'est Garibaldi, c'est Mazzini, c'est Cavour. C'est l'Italie qui va et qui s'unit, qui se réveille. C'est la Grèce qui s'est déjà réveillée et qui a déjà obtenu son indépendance. C'est les mouvements nationaux de 1848 qui n'ont pas vraiment réussi, qui ont échoué, mais le mouvement nationaliste continue. Il est inspiré par cette chose et sous influence de beaucoup de facteurs que je vais pas étaler ici, entre autres des utopistes français, etc., qui eux s'inspirent de l'autre, ils s'inspirent des sources de la chrétienté, et où naturellement ils donnent aux juifs le rôle que leur offre la chrétienté, et ça commence à hériter. Moshe Hess. Alors il écrit un livre qui s'appelle Rome et Jérusalem. De la dernière question nationale. En réponse à ces utopistes français de source chrétienne, il dit: vous pensez que le nouveau royaume de la liberté, ça va être le royaume de votre Dieu? Non, vous vous trompez, ça va être le royaume de notre Dieu. Et il écrit comme une véritable tchouva des paroles qu'il adresse au peuple juif: me voilà, je suis revenu, je me tiens parmi mon peuple, participe à ses fêtes, à ses joies et à ses jours de deuil. C'est invraisemblable, c'est un chemin unique qu'il traverse, un chemin absolument unique. Alors que tous les juifs d'Allemagne, l'écrasante majorité, font le chemin de la synagogue, de la communauté, à l'église, là,
ou à la réforme, j'ose presque dire dans le meilleur des cas, parce que l'alternative c'est l'Église. Il y en a un, et un des plus brillants d'entre eux, qui fait la route du socialisme, de l'assimilation, de l'émancipation vers le peuple juif. À l'époque où tous les juifs renoncent à leur nationalité, lui il dit, nous sommes avant tout une nation. Comment il commence son livre? La libération du peuple éternel sur les rives du Tibre, l'Italie, a servi a véritablement lancé le processus de libération de la ville éternelle sur le mont Moria. Avec la renaissance de l'Italie commence la renaissance de la Judée. C'est intéressant, c'est-à-dire tout absolument à contre-pied la Gemara qui nous dit que tant que l'un est au-delà de l'autre, mais c'est très intéressant. Peut-être cette Gemara, elle ne la connaît pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il voit, et c'est une chose très importante parce qu'on va la retrouver chez tous les autres précurseurs, il voit dans la Renaissance italienne et dans la Renaissance grecque, dans la Renaissance véritablement de toutes les nations antiques, les prémices et comment dire les signes avant-coureurs de la véritable renaissance du peuple véritablement biblique, tanachique, antique, c'est-à-dire du peuple juif et de sa ville éternelle, capitale éternelle, Jérusalem. Les juifs sont avant tout un peuple. C'est aussi une religion. Mais une religion qui est, même pendant la galoute, porteuse avant tout de l'esprit national. Conservée dans les mitzvot, dans la Gemara, dans les Rishonim, dans les Acharonim. Mais tout ce patrimoine est avant tout porteur de l'esprit national. Maintenant, il dit que si on veut que cet esprit national ne s'éteigne pas, eh bien, on doit lui donner une place. Où ça, on est Israël. Pas shoot. Avant ce livre, il a écrit 2 livres qui sont pratiquement devenus des best-sellers et vendus partout. Ce livre, quand il le donne à son éditeur, Rome et Jérusalem, il est normal. Il ne veut pas l'éditer. Bon, il l'édite, personne ne veut l'acheter. 1862. C'est l'année 1862. C'est 20 ans avant, 19 ans avant l'auto-émancipation de Léo Yehuda Leib Pinsker, et 30 et quelques années, 35 ans, 33 ans avant Judenstaat, avant l'État des Juifs, l'État juif de Binyamin Ze'ev Herzl. Et c'est pas pour rien que son livre, ensuite, est présenté au premier congressionniste comme le livre du Congrès. Tout y est dit. Tout y est dit. Tout y est écrit. Question, quelque chose sur Moshe Hess? Non? Non? C'est fini, on passe C'est remarquable. Hein? C'est remarquable. Qu'est-ce qui a déclenché? Pardon? Qu'est-ce qui a déclenché? C'est les renaissances italiennes et grecques? Il y a beaucoup de choses. Il y a en tout cas 3 choses qui sont mentionnées. Aleph, le procès de Damas. La lila d'âme, comment dire, Accusation l'accusation de mort rituelle de Damas. Bet, le risorgimento, la renaissance italienne. Gimel, c'était un utopiste, c'était un messianiste.
c'était quelqu'un qui agissait d'après ce pasuk. Binu yemot olam, zichu yemot olam, binu shnot dor vador. Shal avicha v'yegetcha, zkenecha v'yomru lecha. C'est-à-dire qu'il recherchait l'Éternel, pas dans les mitzvot, parce qu'il ne les connaissait pas tellement. Il le recherchait dans ceux qui lui étaient familiers, dans l'histoire. Il faut savoir qu'à la même époque, commencent à apparaître les historiens juifs, comme Gretz, par exemple, le plus grand d'entre eux, et qui offrent aux juifs qui ont quitté la tradition un moyen de retour, un moyen de se réidentifier à son peuple par son histoire. Je dois vous dire qu'en tant que quelqu'un qui travaille beaucoup dans le chinour, dans l'éducation, et dans l'éducation parmi les juifs qui sont russophones, c'est la clé. C'est la clé essentielle du retour. Tu peux me dire tout ce que tu veux, explique-moi comment ce peuple qui est sorti d'Égypte il y a 3329 ans continue à exister, fidèle à sa terre, fidèle à sa langue, fidèle à sa culture, fidèle à son patrimoine, à sa Torah. Explique-moi. L'histoire juive, c'est la fin de la rationalité. Et le début du miracle et du divin. Et Moshe Hess, qui cherche le messianisme chez la lutte des classes, il le trouve, mais c'est pas ça. Qui le cherche ensuite chez les utopistes français, il l'amène chez le gymnaste, comment il s'appelle, chez l'autre, l'acrobate. Qui la cherche en Italie, et Rome l'amène à Jérusalem. Et finalement, il cherche toute son histoire, c'est trouver un canal, un chemin pour son comment on appelle ça, pour son messianisme. Pardon? Pour son messianisme. C'est-à-dire, il a hérité du peuple juif un esprit messianique. Il cherche le Messie. Partout. Partout. Il le donne à Marx. Marx en fait ce qu'on sait. Il le distribue. Il le distribue partout. Il le distribue aux nationalistes. Il le distribue partout pour finir. Mais il n'est satisfait de nulle part. Alors pour finir, il dit, je retourne à la source. Je retourne à la source. Mais oui, mais votre Messie, les utopistes et compagnie, mais où il a appris sa profession? Il l'a appris chez nous. C'est à la même époque que les Allemands ont développé le courant de retour à la nature en Allemagne. Un peu plus tard. Un peu plus. Mais c'est la même. Oui, c'est comme ça qu'on a le romantisme. Le romantisme, c'est surtout la fin du 19e siècle, mais ça a commencé un peu avant, effectivement. Quand est-ce que Fichte écrivait? L'ère de Fichte et compagnie. C'était un peu avant. C'était un peu avant. C'était les sources. Les sources, elles étaient déjà là. Mais ce qui l'a inspiré, c'est très intéressant. C'est pas Bismarck. C'est pas le mouvement d'unification allemande. Non. Qui existait déjà, qui battait son plein à cette époque. Non, c'est pas ça. C'était l'Italie. Pourquoi? Parce que elle était aussi. Parce que l'Italie, avec l'Allemagne, où ils étaient les Allemands? Ils étaient à grimper sur leurs arbres quand on avait notre temps. Les Italiens, ils étaient déjà là. Ils n'étaient pas les meilleurs à l'époque, mais ils étaient, bien sûr, c'est pas les mêmes Italiens, etc. Bien sûr qu'il faut, on peut dire, c'est différent, etc. Mais peu importe. Peu importe. Lui, il dit, c'est pas pour rien. Il y a ici une renaissance. C'est une renaissance qui appelle au réveil au peuple juif. Et il écrit Rome et Jérusalem. Et il écrit Rome et Jérusalem. Il appelle au retour, il appelle à la recolonisation, il appelle
au retour, il ne parle pas en termes religieux, il parle en termes généraux, en termes... oui, mais en termes messianiques qui sont très répandus dans l'Europe du 19e siècle. Tout le monde est messianique dans l'Europe du 19e siècle, vous comprenez? Tout le monde. Les nationalistes, tout le monde sauf les royalistes. Tout le monde sauf les monarchiques, ils sont messianiques. Les socialistes, les communistes, les anarchistes, comment on appelle ça, les nationalistes, tout le monde sont... Ils appellent, chacun appelle le Messie à sa manière, etc. Ils appellent même les Juifs à retourner. Pourquoi est-ce qu'en Angleterre, en 1832, il appelle les Juifs au retour. Pourquoi est-ce que le London Times appelle les Juifs au retour? Pourquoi est-ce que Rousseau appelle les Juifs au retour? Vous comprenez, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que Benjamin Disraeli appelle les Juifs au retour? Pourquoi est-ce que, comment il s'appelle l'auteur britannique de Ronda, hein? Non, Daniel de Ronde, etc. L'héros de son roman, c'est un juif qui retourne à sa terre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un thème tellement répandu? Parce que le 19e siècle, c'est un siècle où ça sent le messianisme, où ça sent le retour. Vous comprenez? Maintenant, quel est le levouch Yehudi de ce retour? L'habit juif de ce messianisme, c'est très concret. C'est très concret, mais c'est c'est la Shnat Tor 1840. Tor, Taf, Reish. 5640, Ken. Il faut reconnaître qu'il était absolument isolé en Allemagne. C'est le drame des Juifs allemands. Ou bien ils s'assimilaient, ou bien ils revenaient au judaïsme au moment de leur mort. C'est Heinrich Heine, c'est Henriette Hertz, c'est de nombreux Juifs allemands qui, au moment de mourir, revenaient à leurs racines, mais c'était un petit peu tard. C'est ça. Et lui, il était absolument très, très isolé. Et lui, il était absolument... Il est revenu. Il ne veut pas au moment de la mort. C'est très facile de revenir au moment de la mort. C'est très louable d'un côté. Mais, comment dire, il quitte à la chasse. C'est toi qui le dis. Mais lui, il est revenu bien avant. Il est revenu dans les années 50. Je vous dis, il est décédé en 75. C'est-à-dire, il avait encore un bon quart de siècle après son retour à réparer tout ce qu'il a fait. Et effectivement, ce qu'il a fait ensuite, c'est devenu beaucoup plus sensible, plus influent, etc. que ce qu'il a fait avant. Tous ces mouvements, c'était pour se débarrasser de chacun de ces juifs ou de leurs juifs? Non, au contraire, c'est une chose très intéressante. Mais ces mouvements, ils avaient chacun leur grand juif. L'ami de Hess, Lassalle, qu'est-ce qu'il faisait à cette époque? Il menait le combat des prolétaires et le combat de l'Union allemande. C'est un antisémite virulent. Vous comprenez? C'est-à-dire les Juifs à l'époque où, et c'est une chose, bon j'anticipe la conclusion, mais ce qui est une chose très intéressante, c'est que pourquoi est-ce que ces précurseurs, ils ont une importance primordiale? C'est que leur réveil n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Beaucoup de Juifs, bon on parle de la première Aliyah, vous la prenez à Kita, quand est-ce que, je la prends maintenant Kita Dalet, eh bien c'est en réaction au Soufot Banegev, les pogroms du sud. Au sud de l'Ukraine, enfin l'Ukraine n'y avait pas à l'époque, c'était du sud de la zone de résidence en Russie. C'est-à-dire la réponse au pogrom. Là, ce qu'on voit, que le sionisme, au même titre que le sionisme des élèves du Gaon de Vilne, au même titre que le sionisme de Rav Menachem Mendel Vitebsk, au même titre que le sionisme de tous les grands qui ont monté, n'a rien à voir avec avec l'antisémitisme. Au contraire, il a à voir avec l'émancipation. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, Yofi. Les Juifs commencent à être émancipés. Et ils voient dans cette montée de niveau social, politique des Juifs, une occasion à ne pas rater pour revenir en Eretz Israël. Oh!
Les Britanniques ne sont plus antisémites. Ils ne veulent plus nous convertir. Mazel tov. Peut-être c'est un signe céleste dont il faut profiter pour qu'il nous aide enfin à revenir à nos dimensions nationales. Pshita. Pshita, alors que beaucoup d'autres juifs, l'énorme, l'écrasante majorité des juifs émancipés, assimilés, ils se disent « Ah, on doit prouver notre loyauté. » À qui? Peu importe. À tous sauf aux juifs. Il y a les Tchèques, il y a les Slovaques, il y a les Tchécoslovaques, c'est les juifs. Il y a les Serbes, il y a les Croates, il y a les Slovènes, il y a les Kosovars, il y a les Yougoslaves, c'est les juifs, etc. Comprenez? Il y a les Ukrainiens, il y a les Russes, il y a les Baltes, il y a les Baltes, et il y a les Soviétiques, c'est les juifs. Comprenez? Ceux qui sont... Enfin bon. Et... c'est une minorité du peuple juif, il faut s'en rappeler, une écrasante minorité du peuple juif, mais une forte proportion est très verbale des juifs émancipés et assimilés, et des masculins. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça, effectivement, que les œuvres des précurseurs sont reçus avec un ridicule. Ridicule. De quoi tu cries? Un retour du peuple juif? Du peuple juif? Où ça? Ken? Oui, justement, je voulais dire que vous parlez de messianisme, je crois que c'est un peu, on peut dire que c'est tout un débat. Que le renouveau de l'idéal d'Israël s'inscrit dans les bouleversements politiques du 19e, qui voit les populations accéder à un certain pouvoir et naître tous les nationalismes dans toute l'Europe occidentale. Et c'est un nationalisme parmi les autres. Alors évidemment, il peut paraître complètement fou après 2000 ans. Ça c'est le côté messianique. Mais ça n'est qu'un renouveau nationaliste, comme toutes les nations de l'Europe à l'époque. L'Italie, bien sûr, l'Allemagne aussi, on prend l'Allemagne. Aussi, elle est encore morcelée en petits morceaux et elle cherche à créer son unité nationale. Mais on peut le débat, c'est très long. Vaya qui t'avoue la va Martha Asima alay melech kechol hagaim. Som tasim alecha melech. Et tu viendras sur ta terre et tu diras nommons-nous, mettons-nous un roi comme tous les autres peuples. Nomme-toi un roi. C'est-à-dire que d'une certaine partie, d'une certaine façon, vous avez raison. Il y a une controverse à ce sujet entre les historiens, entre Ben-Zion Netanyahu et les autres, etc. Mais d'une certaine partie, oui, on peut dire que le sionisme, c'est le résultat du réveil des nations, du printemps des nations. Mais il faut faire attention à une chose, à une différence. C'est que beaucoup de nations sont nées en 1848, enfin peu importe, 19e siècle. Mais il y a seulement une nation qui s'est relevée. Il y a beaucoup de nations qui sont levées, il n'y a qu'une seule nation qui s'est relevée. C'est-à-dire ils ont vu dans l'apparition des autres un signe de réveil. Pas de se construire, mais de se reconstruire. Ça, c'est une chose très très importante. C'est-à-dire de se transformer du potentiel au cinétique. Du spirituel au politique. Du religieux
au religieux national. Vous comprenez, ça c'est une chose très 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 importante. Et si on veut, au contraire, prendre à partie cette position, eh bien on peut dire que la naissance des autres peuples a amené en très grande partie au décès de beaucoup de juifs qui ont vu dans cela un signe à l'auto-effacement, une invitation à abandonner le nationalisme juif pour se dire français, anglais, américain, 2 fois mosaïque. Tant qu'il n'y avait pas de nation, alors bon, il y a un Israël, un Israël, un Israël. Maintenant qu'il y a concurrence, il y a concurrence, non, alors ça ne va pas, alors il n'y a plus Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut dire, au contraire, le nationalisme, c'est de 2 choses l'une. Soit c'est un décès, soit c'est un réveil, une renaissance. Mais c'est certainement pas une imitation, parce qu'on est trop différents pour imiter. Et là, je vais compléter la réponse en disant juste une chose. Le nationalisme juif était complètement à contre-pied, à contre-courant de tous les autres nationalismes. L'écrit, entre autres, professeur Shmuel Katz et professeur Schweid et beaucoup d'autres, non pas Zev, Eliezer Schweid, Eliezer Schweid, et où il dit que qu'est-ce que le nationalisme italien? On parlait de l'italien. Les Italiens, ils disaient, bon, il y a un territoire, il y a une même langue, il y a une histoire en commun. Qu'est-ce qui manque pour faire un peuple? Ah, c'est vrai. Andiamo. Faisons une conscience commune. Une conscience commune, une conscience nationale commune, une conscience qu'on fait partie d'une même famille, d'une même communauté. Babel. Hein? Babel. Va bene. Non, ici, Babel. La tour de Babel. Non, pas la tour de Babel, au contraire. Non, non, non. La tour de Babel, elle efface toutes les différences. Là, on est en train... Non, non, non. Noi siamo italiani, non siamo francesi. Nous sommes des Italiens. Nous ne sommes pas tous les autres, vous comprenez? Nous sommes... au contraire, c'est pas la tour de Babel. Non, non, non. Au contraire, je tiens à mon unicité nationale. Mais qu'est-ce qui manquait au peuple? Une conscience nationale. Qu'est-ce que c'est? Les guerres entre Florence, Pise, Venise, Gênes, Calabre, Florence, comment ils s'appelaient là-bas, les Lombards, Lombardie, etc. Ils étaient en guerres incessantes les uns contre les autres. Dante Alighieri, déjà, il a vu l'absurde de cette situation. Bon, lui, c'était le 12e, 13e siècle, appelait à l'unification de l'Italie. Bon, ça a pris 7 siècles, mais pour faire quoi? Pour bâtir la conscience. Une conscience italienne unique, et qui, même aujourd'hui, c'est pas... ça tient pas toujours la route, vous comprenez? Mais les Juifs, c'est tout à fait différent. Les Juifs, qu'est-ce qui nous a tenus au commun? La langue, on ne parlait pas les langues. La terre, on ne vivait pas sur cette terre. L'économie, shum davar. La conscience de faire partie d'un peuple, am sgula, am nifrar, d'un peuple unique. C'était la seule chose qu'on avait. Bien entendu, avec les attributs, avec le patrimoine, avec la Torah, avec les mitzvot, avec le Zman, avec le Shabbat, avec les Chagim, bien entendu. Mais c'était rien de matériel, Khaverim. Rien de politique. Rien de véritablement économique. Alors le nationalisme juif, c'était au contraire de faire la route du spirituel au matériel, alors que pour les autres, c'était de faire la route du matériel au spirituel, vous comprenez? Pour nous, c'était de réaliser notre conscience sur notre terre avec notre langue. Pour les autres, c'était réaliser leur terre, leur histoire, leur économie, leur guerre, leurs frontières dans
je ne veux pas dire le Kopf, parce que c'est juif, mais dans la tête, dans la, comment on appelle ça, la cabeza. Vous comprenez, c'est ça, c'est-à-dire c'était, même si c'est un nationalisme absolument à contre-courant. Absolument à contre-courant. Un nationalisme juif. Ken? Ken? Oui, c'était ma question, parce que vous aviez eu l'air de dire tout à l'heure que jusqu'au 19e siècle, il y avait chez les Juifs une conscience nationale. Il y avait vraiment chez les Juifs une conscience nationale? Non. Finalement, vous avez un petit peu répondu en disant il y avait la notion de âme, ségoula, etc. Mais c'est pas du tout une conscience nationale, ça. Pas du tout. Il y avait, bien entendu, les Juifs vivaient en communauté. Une conscience d'appartenance. Spirituellement, oui. Je suis pas sûre. Les Shana de Yerushalayim, c'est une conscience. Je me Les Shana de Yerushalayim, c'est une conscience. Est-ce que je vais donner un exemple. Vous savez, le messianisme potentiellement est une union nationale. Mais je vais vous dire une chose. Je pense qu'il faut clarifier, parce que c'est important. Je vais vous dire une chose. Elle était dormante, mais elle était présente. Les Portugais s'appelaient la nation juive. Après les héros, ils s'appelaient la nation juive. C'était au 15e Mais je vais essayer de donner un exemple. Le Rambam définit la mitzvah essentielle comme mitzvah essentielle. Quoi? C'est étonnant. Pidyon Shvuim. Le rachat des otages. Le rachat des otages. Lorsqu'on regarde l'historique de cette mitzvah, on voit que les Juifs dans le monde entier mobilisaient des fonds pour acheter leurs frères aussi, leurs frères qui étaient séquestrés par les pirates. Les pirates partout, dans les ports où accostaient les navires pirates, que ce soit Alger, que ce soit Malte, que ce soit Afrique du Nord, et pas seulement Afrique du Nord, les Sarrasins, etc. Il y avait un juif qui attendait, ou pas un juif, c'était dangereux, c'était souvent un goy, mais avec de l'argent juif, et qui cherchait les juifs qui étaient pris en otage. Partout. Et vous, dans la Gniza du Caire, vous trouvez un nombre invraisemblable de lettres qui parlent de quoi? Rabbi Yehuda Levi qui écrit à tel sage, telle communauté, on a besoin de tant et tant d'argent pour racheter une fille juive qui a été piratée par lui. Si on ne la rachète pas aujourd'hui, c'est fini. Il y avait, même quand les juifs, séfarades, ashkénazes, ouest, est, ne se mariaient pas entre eux, même ne priaient pas ensemble, ils avaient le même Kupat Pidyon Shvuim qui avait priorité sur toutes les autres coupotes. Sur toutes les autres coupotes Zdaka. Avant Achnasat, Khatan, Vekala, avant les pauvres, avant Binyan Bet Knesset. Regardez le Mishneh Torah les Rambam. Avant ça, c'est Pidyon Shvuim. Et c'est une mitzvah où on a toujours enfreint le principe qu'il est interdit de payer pour un otage plus que ce qu'il vaut sur le marché des esclaves. On a toujours payé plus que ça. Toujours. Parce qu'on voit nos frères, ils sont pris en otage. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'aurais pu dire, on a tous prié en direction de Jérusalem, on a tous dit les mêmes prières, on a dit tous le même Shabbat, on a tous le même temps, etc. Salon Baron, etc. On avait la Torah, la lettre comme territoire, je pourrais citer Emmanuel Lévinas, je pourrais tout cela, mais ça, c'est encore, tu payes pas.
Et comme l'a dit Moshe Hess, nous on est un peuple du fric. Alors pour le Pidyon Shvuim, tu payes, et tu payes la somme, Chaval al-Azman. Tu payes une somme considérable très souvent. Vous comprenez? Et de la même manière, il y avait juste une coupa équivalente à la coupa de Pidyon Shvuim. Une, comment dire, une tirelire, je ne sais pas. Une caisse équivalente à la Pidyon Shvuim, c'était quoi? Non, Pidyon Shvuim, c'est rachat des otages. Alors c'est qui? Qui est-ce qui avait pris, qui avait l'équivalent du rachat des otages? Pour acheter les terres. Pour acheter les terres. Non, on ne pas à l'époque. À l'époque, on en est. L'aide aux Juifs d'Eretz Israël. Ah oui. Vous comprenez? Envoyer de l'argent aux Juifs d'Eretz Israël. Vous comprenez? Kaspé à Chalouka et avant la Chalouka. Vous comprenez? C'est très important. Très important. C'est-à-dire, il y avait la base, c'est-à-dire il y avait la conscience du fait qu'on est un peuple. Elle a commencé à s'estomper au 19e siècle. Et 19e siècle. Avant cela, elle était là. Elle était là. Un juif qui arrivait d'une place à l'autre était considéré comme un frère. Peu importe où il arrivait. Donc c'est à ce moment-là où ça a commencé vraiment l'antisémitisme fort. Et on tuait des juifs parce que justement leur nationalisme n'était pas, on ne correspondait pas au nationalisme. Comment ça a commencé? Non, commencé, non, mais virulent. Ça continue. L'antisémitisme virulent. L'antisémitisme virulent, il a commencé véritablement dans les années 80 du 19e siècle. Avec ses écrits, avec Drummond, avec la question juive comme question raciale, etc. Avec Treitschke, avec, comment il s'appelle? Non, enfin bon, j'ai pas tous les noms en tête, mais c'est véritablement avec le parti antisémite français, comment? Chamberlain en Angleterre, etc. C'est la fin du 19e. C'est-à-dire, quand on parle de cette époque, mi-19e siècle, enfin, au contraire, l'antisémitisme est en baisse, parce que l'antisémitisme de l'Église, l'Église, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi de la modernité, c'est l'ennemi de l'émancipation. Tout le monde s'émancipe. C'est la Révolution française, c'est Napoléon, etc. De quelle Église vous voulez parler, etc. C'est-à-dire l'antisémitisme religieux est en baisse, et l'antisémitisme, que ce soit socialiste, communiste, nationaliste, racial ou autre, il n'est pas encore apparu. C'est uniquement au début. Il y a un leitmotiv important, die Juden sind unser Unglück. Les Juifs sont notre malheur. Et c'était dit sans arrêt, c'était écrit sans arrêt. Oui, mais c'était pas... Et les nazis l'ont récupéré. Oui. C'était à l'entrée de tous les parcs, de toutes les... C'était inscrit au début du 19e siècle. Non, c'était à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e. C'est ça. Oui. À la fin, d'accord. Oui. Fin du 19e. D'accord. En fin de compte, c'est quand les Juifs ont commencé à ne plus ressembler à des Juifs. Ils ont eu peur, les Goïms ont eu peur parce que les Juifs ont commencé à s'assimiler, à rentrer dans la société. Il y a une chose très intéressante, là, effectivement. Il y a beaucoup de Juifs assimilés qui font leur mouvement de retour au peuple juif, qui parlent en termes de peuple fantôme. Pinsker, il parle en termes de peuple fantôme. Hess, il parle en termes de peuple fantôme. Pas exactement la formulation, mais le contenu, un peuple fantôme, un peuple qui s'efface, un peuple, mais qui est là. Qui s'habille comme les uns, qui parle comme les uns, qui habite comme les uns, qui travaille comme les uns, etc. Mais il est là. C'est comme au moment de l'Inquisition, en fin de compte. C'est contre les nouveaux chrétiens, c'est pas contre les Juifs. Exactement. Ils commencent à nous ressembler. C'est-à-dire, alors là, il y a un mouvement de retour, de repoussement, etc. Maintenant, je voudrais
parler du Rabbi Yehuda El-Kalai et de Rav Tzvi Eshkalisher. Le Rav El-Kalai est né à la fin du 19e siècle, 1798, à Sarajevo. Il devient rabbin dans la communauté de Zemlin, en Croatie, si je ne me trompe pas, pas loin de Sarajevo. Et il décède en 1878 à Jérusalem, après avoir fait son aliyah. Il parle les problèmes de son époque, entre autres le mouvement réformiste, fondé, comme il l'écrit en l'année 1844, mais en hébreu c'est quoi 1844? Shnat Tered. Tered, Taf Reish Dalet. Fondé en Allemagne, à Braunschweig, je ne sais pas comment prononcer ça. Le problème de toute cette fuite du peuple juif de ses sources, il le voit dans un désespoir de la Géoula. Pourquoi est-ce que les Juifs font ces bêtises? Pourquoi ils s'y désignent Berlin comme leur Jérusalem? Pourquoi ils effacent de leurs prières le kibbutz Galouyot? Pourquoi est-ce qu'ils attribuent le messianisme à Franz Joseph, à Wilhelm et à Bonaparte et à je ne sais pas qui, premier, deuxième, troisième et compagnie? Parce qu'ils ont véritablement, ceux qui le font, ils ont désespéré de la Géoula. Alors, le traitement, c'est un traitement par la Géoula. Et la Géoula, de manière naturelle. Écrit le Rav El-Kalai, vous ne pouvez pas agir dans ce monde avec les règles du monde à venir. Ici, on est en Olam Hazeh. Tu ne peux pas agir avec les règles du Olam Haba. La prière et les jeûnes, ça ne suffit pas. Il faut de la diplomatie, il faut de l'argent, il faut du travail, il faut de la colonisation, il faut de la tchouva géographique. La tchouva, il dit, c'est un concept géographique, c'est pas un chidouche. La tchouva, c'est ainsi qu'elle est employée dans le Tanakh. Shmuel ou tchouvato, à Ramat, c'est là où il habite, Ramot. Tchouvato, Aramat, Kodem Kol, c'est tchouva. Et pas seulement une tchouva individuelle, mais une tchouva nationale. En Chutz La'aretz, Kol Adar b'Chutz La'aretz, כאילו אין לו אלוה. Toute personne, tout juif qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est comme s'il était idolâtre. On prend au sérieux ces choses, on ne les prend pas au sérieux. כבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. Nos sages l'ont déjà dit, toute personne qui habite en Chutz La'aretz ressemble à celle qui n'a pas de Dieu. Chas v'shalom.
Uma nous aussi, Israël. Et qu'est-ce qu'on fait, Israël? Bechol artzot tevel, nadim, hanu, meir, leir, levakesh mechiateinu. On est là à jouer les nomades entre les villes et du monde entier et à demander de la Parnassa. Ve'nan olchim le'eretz Israël. On ne va pas à Eretz Israël. Eretz Hashem Elokecha doresh ota tamid. Une terre qui est toujours, dont Dieu s'intéresse toujours. Eretz asher lo bemiskenut tochal balechem. Une terre où tu ne vas pas manger ton pain en pauvreté. Ve'achalta ve'savata barachta et Hashem Elokecha al haaretz atova. Katov. D'où ça vient? Ah, Birkat Amazon. Khaveri, vous le répétez, je ne sais pas combien de fois. Je mange du pain quelques fois par jour, non? Vesham la'avot et yotzreinu ve'amitzvot nikreu mishpat Elohei haaretz. Et toutes nos mitzvot, elles sont appelées mishpat Elohei haaretz. Je sais pas, jurisprudence, la Torah du Dieu de la terre, qui est divrei hamefarshim al Yaakov Avinu, שנעשה, bon, il faut. וכבר ידוע שהתעוררות למעלה תלויה בהתעוררות מלמטה. Et il est célèbre, il disait que le réveil d'en haut tient au réveil d'en bas. ואמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, וכו', ככתוב, שובו אליי ואשובה עליכם. Il dit, retournez à moi et je retournerai à vous. ואומרת הגמרא, קל וכל הקיצין, אין הדבר תלוי, אלא בתשובה. Tout dépend uniquement de la tchouva, du retour, qui a ta'aniot, chalshou adorot. Et là, il continue à écrire que ce n'est plus, ça dépend plus des ta'aniot des jeunes, ça dépend plus seulement des prières, ça dépend avant tout du retour matériel. Pardon? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Il commence à écrire ça c'est 1839, d'Arkei Noam. Il écrit un livre Shema Israël, il écrit plusieurs ouvrages, d'abord en ladino, comme je l'ai dit, ensuite en hébreu. Et dès très, très jeune âge, il commence à écrire à ce sujet, où il appelle à la Géoula. Il agit à tous les niveaux. On a parlé de langue. Il dit, qu'est-ce qu'il dit de la langue? Je vais vous citer des choses. Okay. מה שמפריד הקיבוץ ומעכב הגאולה, והנה באמת ובאמונה כי הדבר הזה הכרח גדול הוא אצלנו, לקבץ בזורנו מארבע כנפות הארץ, להיות בעבודה אחת, כי בעוונותינו הרבים מפוזרים אנו מפורדים מאוד איש מאחיו, כי לכל מדינה ומדינה יש להם כתב ולשון מיוחד. chaque pays a son alphabet et sa langue, ou minag miyuchad, ma shemafrid akibbutz u'miakev. Et ce qui empêche la Géoula, c'est qu'on parle 70 langues. Et on a perdu notre langue commune. Velo tov asu avoteinu shekol kach ishkichu et leshoneinu akdosha. Et ils n'ont pas bien fait, nos pères, nous ont fait oublier la langue de sainteté. ונעשתה אומתנו ל70 אומות ולשוננו ל70 לשונות.
Et notre langue, elle s'est dissipée en 70 langues et notre peuple en 70 peuples. Quelle est la langue du retour? L'hébreu. Quelle est la terre du retour? Israël. Eretz Israël. Quelle est l'organisation du retour? Il parle aussi d'organisation. Le sionisme. C'est pas, le terme n'a pas encore apparu, le terme de sionisme. Mais ce qu'il y a, Kol Israël Chaverim. Kol Israël Chaverim, c'est l'Alliance israélite universelle. Fondée à Paris, 1860. Il voit cela comme un organisme qui va être appelé à réunir le peuple, qui va aider le peuple juif à se réunir sur la terre d'Israël. C'est intéressant parce qu'on sait que ce qui a l'alliance. Oui. C'était pas véritablement l'objectif de Kol Israël Chaverim. On le sait, c'était loin d'être l'objectif, c'était au contraire défendre les droits des Juifs, là où ils étaient, c'est répandre les idéaux de la Révolution, c'est la langue française, etc. Mais, cela dit, ils ont quand même ouvert quelque chose en Israël qui s'appelle Mikvé Israël, Mikvé Israël, 1875, sous aussi l'inspiration on l'a dit, de Rav Tzvir Kalischer, si je ne me trompe pas, etc., qui les a soutenus dans cela. Mais ces personnes, ces Chachamim, ils voient, c'est une chose très importante, ils sont à l'écoute de l'histoire et de la réalité. Et ils voient des phénomènes qui sont très étonnants. Ils voient un mouvement de réorganisation du peuple juif. Il faut savoir que jusqu'à cette époque, le peuple juif se désorganisait avec chaque génération de plus en plus. C'est-à-dire de Babylone, où il y avait l'exilarque avec toutes ses compétences, jusqu'en Espagne, et pas seulement en Espagne, on est déjà plus répandu. L'Espagne, il y avait quand même ses sages, il y avait plus d'exilarques, l'Espagne est très divisée, mais il y avait quand même des mécanismes communautaires très très forts. Mais bon, ensuite, il y a l'exil d'Espagne, et bon, il y a en Pologne, Vad Arbata Rotsot, comment on appelle ça, le comité des 4 pays, et ensuite, le dit le Gaon de Vilna, c'est la mort. Le peuple juif, en tant que peuple, est décédé, et ses ossements sont desséchés, et même ses sages ne lui servent plus de fil de cristallisation, de pierre angulaire, de magnet, comment, pardon, de colonne vertébrale, etc. Il est complètement démembré, etc., etc. Et tout d'un coup, là, commence le peuple juif un mouvement de retour. Avec Montefiore, avec la famille Rothschild, avec le Kol Israël Chaverim, avec une organisation similaire qui est fondée à Londres. Et il voit dans cela des signes précurseurs de renaissance. Et il n'y a pas seulement une renaissance à la Garibaldi. Il y a une renaissance au sein du peuple juif. Alors naturellement, dans tout ce mouvement de réveil, il voit un appel à se réveiller nous-mêmes. On doit profiter de cela. Il va à Londres en 1852, il fonde une société pour la colonisation d'Eretz Israël, à laquelle les Juifs vont payer le maaser, pas seulement le machatzit shekel, mais le maaser, la dîme, enfin bon, comme ça que c'est pas dit, la dîme, maaser, dîme. Et il l'appelle Shalom Yerushalayim. Et il voit dans la Grande-Bretagne l'outil dont va se servir Akadosh Baruch Hu pour faire revenir les Juifs sur leur terre.
R. Je vais vous le dire. Vous savez qui est le Gabbai dans sa synagogue à Zemlin? C'est le grand-père de Herzl. Shimon Leibel. Shimon Leibel Herzl. C'est le Gabbai de la synagogue du Rav Yudel Kalai. Il connaît très bien, il est en très bonne relation avec son petit-fils. Il le voit tous les étés, il décède en 1878, Shimon Leibel. Alors que Herzl a 18 ans. Tout ce que dit le Rav El-Kalai, Herzl ne le note pas dans ses carnets. On le trouve nulle part dans ses carnets, mais il le réalise. Qu'il faut organiser les Juifs. Le Rav El-Kalai parle de sages. Il dit d'une espèce de Sanhédrin, où il y aura un émissaire, un député, sage, de tous les districts où habitent les Juifs. Organiser une récolte de fonds pour acheter des terres, pour faire des démarches diplomatiques, appeler aux dirigeants, aux chefs d'État. Avant tout l'Angleterre, ça va venir de là-bas. Et revenir. Et rebâtir. Sera achevée l'étape Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef. Il parle véritablement en ces termes. Va commencer l'étape Mashiach Ben David. Toute l'étape Mashiach Ben Yosef est entre nos mains. Mazel tov, yalla, la avoda. Il sillonne l'Europe pour faire des nefashot. C'est pas facile. Mais ils essayent de prendre les choses en main. Le titre de toutes ces opérations, Géoula. Tchouva avec Géoula. Et il donne aussi des prédictions. Lorsqu'on essaie de le ridiculiser, mais Shnato, 1840, etc., tatati, tatata. 5640, mais qui te dit ça, regarde ce qui s'est passé. Non, non, non. L'époque de la Géoula, où la porte s'ouvre, comme on dit en hébreu, Chalona Izdamnuyot. Elle s'ouvre pour un siècle. Elle s'ouvre pour un siècle. Si on ne profite pas de ce siècle, ça va être Veim chas veshalom yinasech Hashem aleinu ruach tardema velo nitarer leikabetz ba'aguda achat lefakeach ou leashgiach be'esek kibutz. C'est-à-dire que si Kadosh Baruch Hu nous laisse nous endormir et qu'on ne se réveille pas et qu'on ne retourne pas, Be'esek va dire Yavdu yemot HaMashiach ben Yosef. שהם באלף השישי, ובסוף האלף השישי יבוא בן דוד ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה ויקבץ נידחינו אחד מעיר ושניים ממשפחה עם עני ודל מוכיח ומעונים תמהים מרעות ותשים מצרות על אשר לא נתנו את הכבוד לאלוהי ישראל לשוב להסתופף בצילו בארץ ישראל. Donc là ça va être, je ne vais pas tout traduire parce que c'est aussi 1839, 1939. כן, jusqu'en 1940, כן. מהשנה מן היום ועד שנת תצ"ת, כי אחריה בא שנת תש"ן חס ושלום. C'est-à-dire, il part dans des termes dans des termes qui ne sont pas faciles. Mais on voit que toutes ces personnes sont très à l'écoute, pas seulement de la Kabbalah, aussi de la Kabbalah,
aussi des mystères cachés de la Torah, mais il voit aussi le développement des choses. Le Rav Kalischer, il habite Rishat Zion. Kalischer, ce n'est pas son seul livre, mais c'est peut-être l'un des plus célèbres à ce sujet. Il est né à Poznan. Poznan, c'est en Pologne, mais en Pologne prusse. Poznan. Poznan, et je vais montrer il y a une carte ici, c'est un livre fantastique, édité par Yehuda Etzion. Où est la carte? Okay. Là, c'est la Prusse. Là, vous avez Königsberg, Kaliningrad. Là, vous avez Danzig. Là, vous avez Poznan, c'est là qu'il est né. Et là, vous avez Torun. C'est là où il est grand rabbin. La ville de Torun. Tout ça, fait partie de la Prusse. Regardez, Torun, c'est exactement à la frontière entre Pologne et entre la Pologne et la Prusse. C'est-à-dire, il a la frontière entre l'Est et l'Ouest. Il est au courant de ce qui se passe et ici et là-bas. Il lit les écrits philosophiques de Kant et de Hegel et de Moshe Mendelssohn et de tout cela. Il est élève du Rav Akiva Iger. Et lui aussi, sans connaître au début le Rav El-Kalai, et je doute qu'il ait lu le livre de Moshe Hess, mais avec le Rav El-Kalai, ils ont fait connaissance seulement plus tard, parce qu'à l'époque, la presse juive, c'est pas tellement répandu. Il écrit des choses très semblables. Que la délivrance, elle va être naturelle. La délivrance, elle est entre nos mains. Elle ne va pas être miraculeuse. Les rayons de la délivrance ne rayonneront pas tout de suite. Il faut profiter de l'attitude favorable des nations envers Israël pour des fins de Géoula, pour réveiller notre peuple et pour réveiller Eretz Israël. Il adresse une lettre à Anshel Rothschild. Voilà la lettre, pour ceux qui veulent lire. Une lettre, bon, comme ça ici, quand c'est imprimé, c'est une trentaine de pages. Qui est le chef de la banque de la famille des Rothschild à Francfort. Oui, vous savez qu'ils ont été répandus en 5 villes. Il est le chef de la banque à Francfort. Il dit, Tagili, tu sais qu'en Eretz Israël, il y a des changements. Mohamed Ali d'Égypte l'a occupé des Ottomans. C'est plus les Ottomans qui sont les chefs de Eretz Israël. En 1832, Mohamed Ali occupe Eretz Israël. Yallah, donne-lui du flous. Achète tout Eretz Israël. Crois-moi, une fois les Juifs venus, ça va faire les meilleurs comment dire, dividendes, les meilleurs intérêts que tu puisses avoir. Pas intérêt, non, c'est interdit, mais les meilleurs dividendes que tu puisses avoir. Rendement, Toda. Meilleur rendement qu'il puisse être. Il acceptera pas, il voudra pas te vendre tout Eretz Israël, Besed, Yerushalayim. Il veut pas Yerushalayim, nous shoin, Arabait. C'est-à-dire, il a des réponses à tous les cas de figure. À tous les cas de figure. Et il a un plan d'action. Un plan d'action. Aleph. Rachat des terres en Eretz Israël avec, à l'aide de l'argent, des membres de la société. Et on parle de société qui ira rassembler les fonds pour racheter la terre, ou avec des actions, des manayot, des obligations.
Bet, Alia Gdola Mirussia. Alors. Pauline, Germania, de juifs qui vont travailler la terre. Gimel, Irgun Agana Ba'aretz. Organiser la défense, les forces armées. Bifne Shodedim, Al-Yadei Shomrim, Melumadei Milchama. Des Shomrim, des gardes qui savent l'art de la guerre. Il parle, vous savez, quand c'est le premier groupe d'autodéfense juive contre les pogroms, qu'on commence à parler en termes d'autodéfense. Nous, Mogilov, en Biélorussie, 1903, Khaveri, 1903, avec Yecheskel Khenkin. Le pogrom de Mogilov, ou l'autodéfense juive, etc. Vous savez qu'en russe, le terme autodéfense, dans le Larousse russe, qui s'appelle Tal. Les Français, ils appellent Larousse, les Russes, ils avaient Tal. Eh bien, après le mot autodéfense, Sama Barona, il est écrit entre parenthèses, juif. Intéressant, hein? Non, c'est parce que c'est assimilé à quelque chose de juif. C'est un dictionnaire qui est sorti en 1910, plus ou moins. C'est fascinant. L'autodéfense, le terme d'autodéfense est assimilé, c'est des juifs, mais c'est quand même 1903. Là, on parle, sa lettre comment ça s'appelle ça, à Rothschild, c'est 1832. Quand il parle de l'autodéfense, je sais pas, 32, 40, 50, peu importe, c'est plus d'un demi-siècle avant, il parle en termes d'autodéfense, Raveri. Dalet, Yesud Beit Sefer Chaklaï, Mikve Israël. Comprenez, c'est une chose très intéressante. C'est-à-dire de quoi il parle? Moi, je leur ai dit, Yesud Yeshivot, Talmud Torah. Ah oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. Le Rav Kook, quand il vient à Yafo, bien entendu, il s'intéresse à Jaffa, il s'intéresse à ce qui se passe dans les écoles, Talmud et Torah, etc., etc. L'une des premières choses qu'il fait dans le Talmud Torah, Sha'arei Torah, ou Zarei Torah, à Yafo, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais c'est de faire aussi un Bet Sefer, une section pour que les gens obtiennent un travail, pour qu'ils savent travailler. Il y a Torah et il y a Melacha. Vous comprenez? Et c'est une chose élémentaire à l'époque. C'est une chose élémentaire. Je ne parle pas des masculines, je ne parle pas des assimilés. Chez eux, là-bas, il n'y a pas de Torah. Mais ici, je parle dans le monde. Dans le monde juif. Le terme Torato Manuto, c'est une invention du XXe siècle. Maximum 6 ans, tu passes dans la yeshiva. 3 ans, 6 ans. Là, l'air t'avot. L'air t'avot, l'air t'elamed, l'air t'afitz. Yesud Bet Sefer Chaklaï. Et chacune de ces personnes, ils ne se contentent pas d'écrire et d'éditer, à donner au rédacteur, à l'éditeur, et
à obtenir 50 copies de 50 exemplaires de son livre et est content avec ça. Ils traversent toute l'Europe pour faire des néfachot à leurs idées, pour essayer de convaincre. Il écrit à Rothschild. On ne sait pas s'il a répondu. On ne sait même pas s'il a envoyé une lettre. On sait qu'il n'a rien fait à ce sujet. Alors il continue avec Moshe Montefiore. Moshe Montefiore, c'était son projet. Racheter des parcelles de terre invraisemblables en Eretz Israël, pas seulement pour que les Juifs d'Eretz Israël se portent mieux, mais pour que tous les Juifs de toute la terre puissent venir en Eretz Israël. Il renonce à toute sa carrière de chef de London City et de bras droit de la reine, d'Élisabeth, pour se consacrer à partir de l'âge de 40 ans. Il va vivre, on le sait, jusqu'à quand? Je parle de Lord Montefiore. De plus de 100 ans, consacré entièrement au peuple juif. Et pas seulement au peuple juif dispersé, mais au peuple juif qu'il veut concentrer. En Eretz Israël. 7 voyages en Eretz Israël. On ne sait pas s'il a été influencé par le Rav Kalischer qui lui a envoyé toutes ces lettres avec ce qu'on a vu. Mais sa position est très semblable. Elle est très semblable, vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de précurseur? C'est qu'il formule les idéaux éternels juifs dans des termes réels, temporels, actuels. Ils les traduisent du langage émouni torani, de foi, en langage politique, économique, administratif, organisationnel, terrestre. Ils font descendre le ciel sur la terre. Et ils essayent de faire quelque chose, même de mettre en œuvre des organisations. Ça ne va pas tenir. Ce que fonde le Rav El-Kalai à Londres, ça tient à peine quelques mois, peut-être une année, quelque chose, mais Azma. Qui s'inspire d'eux? Rovei Tzion. Le Rav Kalischer, non, le Rav El-Kalai, il dit, la Shrina va revenir avec 22 000 juifs en Eretz Israël. Hein, Yofi. La première Aliyah, 25 000 juifs. Yofi. De 1881 à 1904. C'est la première Aliyah, 1903. Et, vous comprenez, il donne des chiffres. Le Rav Guttmacher, avec qui le Rav Kalischer, ils ont le même Rav. Le Rav Guttmacher, il dit, quand il y aura 130 familles d'agriculteurs juifs en Eretz Israël, c'est la Géoula. Ils formulent leur position de rédemption en termes dans les mêmes termes dans lesquels les formulent nos sages. Dans les mêmes termes dans lesquels les formule la Gemara. El chaket megule mise she'eretz Israël notenet et piria ba'ain yafa. Ils prennent à la lettre la Gemara qui dit, Amar Rav Abba, qui dit qu'il n'y a pas de signe plus clair de délivrance, oui, d'émancipation, mais dans le sens profond du terme, que lorsque la terre donne ses fruits. C'est au pshita. C'est-à-dire qu'ils prennent tout ça, ils n'ont pas laissé la galoute les déboussoler.
comment dire, les aveugler. Vous comprenez, les brouiller, leur brouiller la carte. Ils prennent les choses à la lettre. Et bon, je fais un bilan peut-être qui est très important. Il y a un appel au réveil national, non comme réaction à l'antisémitisme, mais au contraire, réaction au réveil des autres nations, en voyant dans le nouveau pouvoir et acquis et finance des Juifs en Europe, en voyant de cela pas un moyen d'émancipation, mais un moyen de retour. C'est des gens très spirituels et très pratiques. Le Rav Kalischer mène des débats et comment dire, des correspondances avec le Rav Akiva Iga, avec tous les grands pour le Chidush HaKorbanot. Chidush HaKorbanot, le renouveau des sacrifices d'un côté, et d'un autre côté, il agit pour le retour de la défense juive et des agriculteurs juifs et de l'organisation juive et de faire appel aux grands de ce monde, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont une perspective d'ensemble très forte, et c'est pas pour rien, et c'est en cela qu'ils sont véritablement des précurseurs, c'est-à-dire que leur Torah, c'est pas une Torah taprat, mais elle s'adresse au clan, c'est pas une Torah du salut individuel, mais une Torah Shel Geoula, c'est une Torah du Rabbi Akiva. C'est une Torah du Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une Torah de la Gorber, c'est une Torah de l'indépendance, véritablement. Et c'est une Torah du retour. Et Moshe Hess, il a fait son retour et il appelle son peuple au retour. Les heures, c'est avant.